France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Invité de l'entretien ce midi, l'ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, François Allu. S'il a choisi de quitter cette grande institution, il ne renonce à rien. Danse, chorégraphie, qu'est-ce qui nous touche autant chez lui? On en parle jusqu'à midi et demi, 12h50. Le book club de Louis Aragon, écrivain communiste et poète engagé, décédé il y a 40 ans. Retour sur son œuvre à l'occasion de la réédition de son dernier recueil, Les Adieux et autres poèmes, son chant du cygne. On en parlera avec nos invités et avec vous. #book Club Culture. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Mayalène Despio-Couré. Bonjour François Allu. Bonjour Olivia. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui? La vie. La vie, ça compte beaucoup, c'est important. La vibration. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vie dans vibration. Ouais, non, c'est important de vibrer. Alors, si on parle d'un point de vue professionnel, c'est effectivement de continuer à créer, de continuer à être en contact d'artistes, à continuer à collaborer. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, toujours la danse, évidemment, mais je me suis aussi ouvert à d'autres choses, que ce soit le cinéma en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, que ce soit les conférences entreprises, le fait d'écrire des bouquins, et puis le seul en scène aussi qui me tient très à cœur, que j'ai coécrit avec Samuel Murez, qu'on fait tourner partout en France maintenant. C'est un vrai moment de connexion, et en fait j'ai vraiment voulu me plonger là-dedans, parce que danser c'est magnifique, c'est super, mais il y a des choses que les pas et les mouvements ne peuvent pas exprimer, que les mots peuvent, et la réciproque est pareil. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas danser et parler en simultané parfois. En même temps. Oui. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et puis oui, quand je disais vivre et vibrer, c'est continuer à être dans la connexion, et dans la connexion aussi réelle avec les gens. Il y a beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui, et ils sont essentiels. Mais merci beaucoup pour ce petit thé qu'on apporte, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais la connexion réelle, elle est essentielle, et ça on le retrouve dans les théâtres beaucoup. Donc voilà, moi j'ai envie de continuer à faire du théâtre et être heureux. Qu'est-ce qui fait une belle vie? Cette question, vous avez dû beaucoup vous la poser. Et si vous ne l'êtes pas posée, on vous l'a posée. Depuis que vous avez choisi, il faut quand même le raconter pour ceux qui seraient passés à côté de la nouvelle. Après votre nomination en avril dernier comme étoile à l'Opéra de Paris, vous avez annoncé quitter en novembre cette institution. Qu'est-ce qui fait une belle vie? C'est une grande question que vous me posez ce matin. Une belle vie, je pense que elle est différente pour chacun. Moi, je sais qu'étant hypersensible, j'ai besoin de me nourrir d'émotions. Et en fait, c'est une vie qui est trépidante, c'est une vie qui est aussi heureuse que morose, qui est faite de la plus grande palette d'émotions possibles. Et même quand ça va pas, finalement, c'est les moments où on se sent en vie, où on est vibrant. Et c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est une chance aujourd'hui de ressentir tout ça. Moi, c'est comme ça que je me nourris principalement, c'est grâce aux émotions. Donc, je pense qu'une vie heureuse, pour moi, c'est une vie tumultueuse, faite de moments aussi de calme, de joie, d'amour, de passion, de douceur, mais aussi de violence, de souffrance, de vengeance, de rebondissement. Moi, je vois un peu le monde comme une grande pièce de théâtre, hein. Finalement, c'est un peu le paradigme dans lequel je m'épanouis le plus, finalement. Et voilà, c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui, et vous vous sentez bien dans tous ces rôles, parce que vous savez qu'un jour vous chausserez, ou le chausser un masque, c'est pas très français. Pourquoi vous pas? Mettrez le masque. On le mettra sur les pieds, on fera un petit battement, on le rattrapera sur le visage, et voilà. Pardon, dans une autre situation. Voilà, que le masque du clown triste sera remplacé par celui de l'homme heureux. Mais en fait, ils existent en simultané. Je pense qu'à la fois, et tout le monde à différents pourcentages, mais on porte tous à la fois le masque de l'homme ou la femme heureuse, et du fou, et du véhément, et du joyeux. Et le spectacle, d'ailleurs, Complètement jeté, il parle de ça. C'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur, c'était de dire qu'on n'était pas en fait une personne forcément unifiée. Et souvent on dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu es? Comment tu te caractériserais? Pardon pour le micro.
Et le fait d'être multiple, ça pose un peu des problèmes parce que c'est plus complexe. Et puis on dit, mais tu peux pas être ça et ça. Et en fait, si, on est souvent un paradoxe. Et le spectacle, il parle de ça, de comment être à l'aise en fait avec tous ces paradoxes, malgré tout ce qui se passe dans la vie. Et quand on est un paradoxe, qu'on se sent être un paradoxe, on produit du paradoxe. C'est ce qui s'est passé en novembre quand vous avez annoncé quitter l'Opéra de Paris. Oui. Alors pour moi, c'était plutôt aligné comme décision, peut-être paradoxal pour les personnes extérieures à cela. Mais il faut raconter pourquoi, parce que c'est une vie de, pas pourquoi vous êtes parti, mais pourquoi ça semble paradoxal. Oui. Être danseur, être nommé étoile, c'est une consécration et c'est forcément le résultat d'une vie de travail. Vous dansiez déjà dans les pas de votre mère, qui était danseuse également. Vous découvrez Dupont, Patrick, à la télé, et vous vous identifiez aussi à lui. Ouais. Vous entrez ensuite à l'école de danse. Vous bossez dans un parcours de dingue. Vous attendez, et puis un jour, on vous propose cette nomination, ce qui pour beaucoup est un Graal. Voilà. Tout à fait, ouais. Et en fait, vous ne signez pas le contrat. Et en fait, vous quittez l'Opéra de Paris. Ouais, et ce qui est très paradoxal, effectivement, c'est qu'au moment où la discussion étroite avec Alexander Neff et Martin Ajdari, qui s'est très bien déroulée, arrive à sa fin et où en fait on tombe d'accord et on se dit que, enfin voilà, moi tout ce dont j'ai rêvé depuis enfant, je l'ai aussi dans les conditions du contrat. Et il y a une part de moi où je me suis dit, mais c'est marrant, je devrais hurler de joie, je devrais être le plus heureux du monde, et je me suis dit, j'avais besoin de quelque chose en plus, et je me suis dit en fait c'est une histoire de place, et je pense que être danseur étoile à l'Opéra de Paris, c'est magnifique, comme vous dites, c'est un Graal et c'est une très belle institution. Mais aujourd'hui, moi j'ai plutôt envie de collaborer avec l'Opéra de Paris et pas forcément d'être dirigé par mes directeurs qui sont super. D'ailleurs, il y a José Martinez qui arrive maintenant à la direction de la danse, qui est une super nouvelle. Tout ça, c'est très paradoxal parce qu'il y a deux nouveaux directeurs qui sont super, un nouveau directeur de la danse qui est super. Je m'entends avec tout le monde, ça se passe parfaitement bien et c'est le moment où je pars. Et je pense que pendant des années, ça a été compliqué, il y a eu de la lutte et c'était pas évident. Mais je pense que j'avais pas envie de partir parce que pendant le combat, je lâche jamais. Je vais jusqu'au bout. Et en fait, au moment où il y a le rayon de soleil qui arrive et où tout s'apaise, et je pense que c'est un peu comme quand les portes du paradis s'ouvrent. En fait, c'est le moment d'y aller. Et pour moi, voilà, c'est la fin de ma carrière de danseur étoile. Ça se passe bien, et comme ça se passe bien, les portes restent ouvertes et on va continuer à collaborer avec l'Opéra de Paris. Donc c'est plus une transformation et une évolution qu'une fin. Mais je comprends que ça puisse paraître paradoxal pour certains. Ouais. Mais je trouve que ça paraît très clair. Ah bon, tant mieux, j'en suis ravi. Et les portes du paradis sont ouvertes pour vous et on s'en réjouit. Est-ce que vous avez quand même pensé au public en prenant cette décision ? Parce que vous avez un rapport extrêmement fort avec le public. Vous faites partie des têtes d'affiche aussi de l'Opéra de Paris aujourd'hui, parce que vous êtes passé par la télé, parce que vous avez fait vos propres spectacles. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité qui s'est créée entre le public et vous. Et beaucoup viennent vous voir, ou venez vous voir, vous aussi à l'Opéra de Paris. Ce public, il est emporté par votre mouvement. Il pirouette avec vous, il saute avec vous, il pointe avec vous. Parfois, ça fait un peu mal d'ailleurs. Donc, comment vous avez créé cette relation-là ? J'espère qu'ils ne souffrent pas trop dans leur fauteuil. J'en suis désolé si je leur ai provoqué de la souffrance. Non, mais je dois dire qu'en tout cas, les personnes qui m'ont toujours soutenu à l'Opéra de Paris, et j'ai la chance d'avoir ce petit fan club, je les remercie infiniment. À chaque fois que j'allais en scène, ils étaient là pour me soutenir, pour me donner de la bonne énergie, et vraiment je remercie ce public adoré. J'ai une chance inouïe vraiment d'être suivi par ces personnes-là. Et aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle aussi je prends cette décision, évidemment que j'ai pensé au public en prenant cette décision-là, mais je me suis dit, en fait, si tu es pas pleinement accompli comme artiste, si tu es pas pleinement libre, si tu fais pas ce que tu as envie de faire fondamentalement, le public le sentira, et on sent quelqu'un qui est frustré ou qui a envie d'autre chose, et je pense qu'il faut d'abord s'épanouir pleinement avant de pouvoir épanouir les autres. Comme dans l'avion, vous savez, il faut d'abord se mettre le masque à soi avant de mettre le masque à la personne quand il y a des problèmes. Et là c'est pareil, j'ai pris mon masque, j'ai pris ma bouffée d'oxygène, et je suis sûr que je vais pouvoir en fait offrir encore plus au public en leur proposant en fait quelque chose qui provient de mon corps, mais qui provient aussi de ma tête, parce que maintenant dans les spectacles il y a aussi beaucoup de mots, beaucoup de personnages, d'émotions, de discussions, et le but c'est ça, c'est de créer des spectacles complets, complexes, et de les rendre le plus heureux possible. Voilà, donc vous l'avez associé, ce public, finalement, à votre décision, au fond de vous. Oui, c'est ce que vous lui dites aujourd'hui. Bien sûr, parce que sans public, on ne fait pas de spectacle, et il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un moment où on partage tous ensemble, et
Et vraiment, à chaque fois, moi, c'est un bonheur de Alors pouvoir c'est connecter leur... avec eux. ouais, et ils vont vous retrouver, c'est ce que vous dites aussi. C'est une promesse et il y aura des retrouvailles. Oui, C'est quand même l'heure du bilan, François Allu. Allez, on allez. commence. Le lac des Cygnes, grand ballet classique sur une chorégraphie de Rudolf Nureyev de l'Opéra de Paris. Alors vous avez été, vous, François Allu, tour à tour, le prince Siegfried et Rothbar. Là, Oui. c'était quoi cette représentation-là, accompagnée de Léonore Bollac, de Germain Louvet et de vous-même? Rothbar, Là, j'étais en Rothbard, ouais, Oui. le méchant. le méchant. Et c'est très agréable de jouer le méchant. Et ce rôle est magnifique. Oui, oui, c'est super parce qu'il est à la fois, c'est un manipulateur très intelligent, malsain, qui se sert à chaque fois de la faiblesse de l'autre pour en exploiter pour l'exploiter au maximum. Et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est assez éloigné de qui je suis dans la vie. Mais c'est super justement de pouvoir se glisser, se fonder dans ces personnages-là parce que... Vous étiez plutôt le prince alors? Quel rôle vous convenait le mieux? Alors, dans la vie de tous les jours, Ouais. je sais pas si je suis un prince, moi je suis un prince un peu fêlé dans ces cas-là, mais non, mais encore une fois, je pense que il y a des parts de moi en fait qui sont, alors je suis pas un manipulateur sombre et de ça, mais en tout cas quand je vois des personnages comme ça dans des films ou autres, ça me nourrit et peut-être je sais pas, par mimétisme ou quoi, j'arrive presque à ressentir ce qu'ils ressentent et j'arrive presque à les défendre. Il y a un comédien qui dit ça il y a pas longtemps, je trouvais ça très intéressant, il dit, il y a un moment, il faut, même si on représente un monstre, une personne odieuse, et ben, il faut quand même qu'on arrive à s'attacher à elle et comprendre pourquoi elle est comme ça, pour la défendre et pour l'incarner le mieux possible. Et c'est vrai que Rothbard, moi j'adore le jouer, même si dans la vie j'exècre ce genre de personne, mais il y a un côté où on se dit on n'arrive pas là par hasard, pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il exprime tout ça. Et en fait, on n'a pas de mots pour exprimer sur scène tout ça, mais justement avec un regard, avec une main, avec une caresse ou quoi que ce soit, on peut faire passer des émotions qui sont très très fortes et c'est vrai que ce trio avec Léonore et Germain, j'en garde un super beau souvenir. Ouais. Vous auriez peut-être dû avoir en fait le rôle du cygne blanc, Alors, cygne noir. ça m'aurait fait vous très aurait plaisir. bien correspondu. Sans les pointes, vous savez quoi, je vous le fais quand Et vous sans le voulez, tutu. et sans tutu, ça me dérange pas. Mais pas les pointes, ça fait trop mal. Nureyev, c'est un chorégraphe que vous avez beaucoup interprété. Il y a évidemment eu le Lac des Cygnes, il y a eu son Roméo et Juliette, il y a eu sa Bayadère, il y a eu beaucoup de pièces, ballets de Rodolphe Nureyev que vous avez interprété dans des rôles évidemment très, très différents. On peut penser à Raymonda aussi. Il a marqué, lui aussi, cette institution comme danseur puis comme chorégraphe. Et aujourd'hui encore, on le joue énormément. Est-ce que ça vous a quand même plu beaucoup aussi d'interpréter à la fois ce répertoire classique tout en régulièrement faisant des pas de côté avec des chorégraphes plus contemporains comme Christelle Pite ou encore Benjamin Millepied. Je pensais que vous parliez des pas de côté que je faisais pendant les variations de Rudolf Nureyev parce qu'il se trouve que c'est vrai que
vous avez employé le mot interpréter, et je pense que c'était très important pour moi d'interpréter, c'est-à-dire que parfois à la place d'un saut, je remplaçais le saut par quelque chose qui me semblait plus virtuose, plus compliqué à faire, plus difficile, et dans le temps en tout cas ça n'a pas toujours été très bien perçu par l'institution. Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit là-dessus, et c'est formidable, mais je pensais que vous parliez de ça, pas du tout. Mais oui. vous en avez parlé. Oui, je me suis permis d'en parler parce que c'est important, la liberté toujours. Mais oui, non, effectivement, alors quand je collabore avec des chorégraphes vivants, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que... La liberté et l'irrévérence, pardon. Et l'irrévérence, oui, ouais. Oui. Même si je finis toujours le cours de danse par la révérence, je suis quelqu'un de très poli, mais parfois il faut être un peu irrévérent, je pense. Et donc avec Crystal Pite, par exemple, que vous mentionnez, ou William Forsythe, qui sont des chorégraphes vivants, ce qui est fabuleux, c'est que le dialogue, il est encore là, et en fait, vous n'êtes pas avec des ayants droit ou des personnes qui sont plus ou moins responsables et qui ont un peu dansé ou pas le rôle, et donc ça évite plein de frictions parce que vous arrivez directement au cœur du sujet, et ce qui est fabuleux avec Crystal Pite notamment, j'y pense, c'est qu'elle a des parties qui sont très très écrites et des moments où elle va dire ok, donc là l'intention c'est ça, là je voudrais quelque chose qui fasse quelque chose qui est assez flou, et en fait elle laisse beaucoup de liberté à son interprète. Et en fait, le danseur, l'interprète, il est là et il va proposer, il va donner, et elle ensuite va sélectionner, mais c'est des choses qui sont du coup sur mesure, parce qu'on les a générées un peu par notre inconscient, je pense, et avec William Forsythe, c'est pareil, il laisse beaucoup de liberté à ses interprètes, et c'est très agréable de travailler avec eux. Ouais, ce regard du chorégraphe, il est important. Il est important. Alors pour moi personnellement, pour ma vie, non, c'est pas ça. Ça change pas grand-chose que le chorégraphe me dise c'est bien, c'est pas bien. Mais en tout cas, plus jeune, je sais que ça comptait parce que j'avais cette envie de satisfaire, qu'on me dise ah c'est bien, ah c'est super, waouh, de surprendre en fait. Aujourd'hui, je me dis plus qu'est-ce qui a du sens fondamentalement pour moi, et je sais que encore une fois, collaborer, co-signer une chorégraphie, pourquoi pas, mais juste danser et interpréter, je me dis, quand on génère comme ça une succession de mouvements et qu'elles arrivent à avoir du sens, et puis qu'on arrive au bout d'un moment à avoir des outils chorégraphiques et qu'on comprend comment se structure une œuvre, on se dit, pourquoi je le ferais pas moi en fait finalement, et pourquoi je le ferais pas avec mes mouvements, parce que parfois on peut être frustré. Moi je me dis j'ai fait un super saut, et le ou la chorégraphe va me dire non, ça va pas pour ma chorégraphie, ce que je respecte, mais moi il y a une part de moi, je me dis mais c'est dommage, c'est tellement cool, et donc pour ça il faut créer vos propres spectacles. Exactement, il faut faire ses propres œuvres. Mais c'était important de passer par cette case-là, parce que sans ce passage à l'Opéra de Paris, j'aurais pas découvert cette partie de mon identité, en fait, je pense. Ouais. Donc c'est logique, une fois encore, et pas si paradoxal. Vous en avez créé au moins 2 des spectacles. Déjà, il y a 5 ans, un premier hors cadre, et plus récemment complètement jeté, que vous évoquiez. Hors cadre, c'était Samuel Murès qui l'avait vraiment signé. Moi, j'étais juste en tête d'affiche. Mais là, complètement jeté, c'est vraiment... Là, c'est le vôtre. On l'a co-créé avec Samuel Murès. On l'a co-signé, on l'a écrit ensemble. Moi, ce que j'ai créé de tout seul, de toute pièce, c'est une pièce qui s'appelait Sylphide, qui était un remix de la Sylphide classique, qui était complètement contemporain et qui avait rien à voir avec des influences. Vous dites pas une adaptation, vous dites un remix. Hein. Un remix, bien sûr, c'est plus contemporain. Et puis j'ai fait, et puis il y a les choses dont je suis assez content aussi, c'est que j'ai fait deux films qui s'appellent La Source et L'échappée. Et ça, c'est 2 films que j'ai réalisés aussi de A à Z, produits. Et c'était beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'on est fiers de soi après. Alors j'allais vous demander vos influences sur l'écriture. Vous pouvez me dire du coup pour la danse, le spectacle, mais également pour le cinéma aussi. Alors pour la danse, en tout cas, mes influences, je pense que c'est qu'on le veuille ou non. Alors il y a même des chorégraphes que j'apprécie pas forcément, qui m'ont influencé. C'est-à-dire que dans le spectacle, il y a des moments où mon personnage bouge de façon assez ridicule, et je me suis imprégné de gestuels que j'ai vu de chorégraphes que j'apprécie pas. Donc vraiment, je remercie tous les chorégraphes et toutes les chorégraphes que j'ai croisés jusqu'à présent, parce qu'elles m'ont beaucoup apporté, et c'est fabuleux. Et puis dans le cinéma, c'est un mix aussi de plein de choses. J'aime beaucoup le cinéma coréen, tout ce qui est toute l'esthétique et le paradoxe, encore une fois, d'un jet de sang qu'on peut retrouver chez Park Chan-wook, où il y a comme ça, vous voyez plein de petites fleurs jaunes, et vous avez d'un coup un jet de sang. Ça pourrait être une peinture, mais en fait il y a juste quelqu'un qui vient de se faire trancher la tête sur une musique sublime avec un beau violon, et je me dis waouh, comment on peut trouver ça beau alors qu'en fait c'est abominable. Ça, je trouve ça assez dingue. Puis il y a des plans sublimes. Et puis, évidemment, plein de grands réalisateurs. Il y a Scorsese, vous nous emmenez presque avec ce jet de sang jusqu'à Tarantino aussi. Oui, Tarantino, j'adore aussi, évidemment. Mais oui, non, il y a plein de
y a plein d'influences, c'est difficile de citer tout le monde. Mais, donc il y aura beaucoup de sang dans votre prochain spectacle. Non, alors je rassure tout le monde, il y aura pas de sang, même si je trouve ça très esthétique. Mais peut-être dans un film, ouais, ça je n'exclus pas le jet de sang dans un film. Sur scène, c'est toujours un peu plus dur et puis ça peut un peu heurter les enfants, mais on peut suggérer. Est-ce qu'on a toujours envie de ressembler, François Allu, à d'autres, même avec une forte personnalité? Est-ce qu'on a toujours envie quand même de rivaliser ou de dépasser ceux qui nous ont fait rêver? Moi, je sais que je me suis jamais dit, ça c'est vraiment lié directement à l'éducation de mes parents, je me suis jamais dit je vais dépasser un tel ou je vais être meilleur qu'eux, parce que mes parents m'ont toujours dit pour grandir et pour monter, tu t'appuieras jamais sur la tête des autres, il faut que tu grandisses par toi-même, et c'est une des valeurs que j'ai gardées. J'ai pas gardé toutes les valeurs, parce que c'est important de s'émanciper aussi, mais celle-ci je l'ai gardée parce que je trouve qu'elle est très belle. Et donc non, je suis pas dans un truc de rivalité ou d'appuyer ou d'écraser les autres. En revanche, moi je me challenge moi-même et je me dis... Enfin, si vous rivalisez avec Nureyev, vous l'écrasez pas. Hein. Non. Si au fond de vous, il y a cette envie de dépasser un peu les maîtres. Ouais, non, mais même pas. Parce qu'en fait, je pense que, encore une fois, on parle d'art, et l'art, c'est tellement subjectif que dépasser, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est quelque chose d'assez... c'est tellement subjectif. Moi, je prends toujours l'exemple, s'il y a même un concours de danse, en fait, dans l'absolu, il y a une sorte d'absurdité. Si on devait faire un concours entre Van Gogh et Monet, qui ferait la plus belle peinture? Enfin, je me dis, au bout d'un moment, ça devient absurde. Et donc non, en revanche, je suis assez dur avec moi-même, et j'ai ce fantasme, j'avoue. Avant, je voulais impressionner la galerie par les sauts, par les tours, par tout ça. Maintenant, je me dis, j'ai envie d'impressionner par l'idée. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire qui va être suffisamment original, qui n'a pas été fait? Alors, tout a été fait, mais quelle est la combinaison de choses qui n'ont pas encore été faites, et qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Ça, oui, je me pose souvent la question, et effectivement, le combat et la lutte, c'est que comme j'ai ce côté un peu éponge et que j'arrive à m'imprégner de tout ce qui est autour de moi, parfois c'est un grand bazar. Et c'est difficile de trouver sa propre voie, donc des moments où il faut se recentrer, se dire ok, bon, j'ai mangé toutes ces informations, maintenant silence, calme, on se pose, on écrit, on réfléchit, et là d'un coup sort quelque chose. Benjamin Biolay, on va danser avec lui. Allez. C'est le vent du nord, du sable plein les yeux. J'ai fait tant d'efforts, mais échoué de peu. Au loin la clameur de vacanciers heureux, un séquencier de bleu. C'est le vent du nord, celui qui vient des terres et qui brûle aussi fort les lèvres et les paupières. Oui, ce soir encore, ce soir je sonne creux, j'ai échoué. Nous
Benjamin Biolay avec Sainte Rita, à qui il rend hommage, cette prière qui lui est adressée. Il revient, Benjamin Biolay, avec un nouvel album, Saint-Clair, 10e du nom, 2 ans après son Grand Prix triomphal couronné d'un disque de platine. Et il sera ce mardi à 21h à la Maison de la Radio et de la Musique, au Studio 104, pour y défendre ce nouvel album. Bienvenue à lui. Et bienvenue à vous, François Allu, pour quelques minutes encore dans ce club du vendredi. On vous dit trop énergique pour être raffiné. Ça peut être le versant critique. Mais on vous dit surtout super musclé et capable de faire avec ce corps que vous avez des mouvements que d'autres ne parviendraient pas à faire. Est-ce que, quand vous disiez tout à l'heure que vous avez trouvé votre propre voix ou vous êtes en train de la chercher, quand avez-vous trouvé votre propre corps ? Ah bah je sais pas quand j'ai trouvé mon corps, en tout cas il évolue tous les jours et je sais pas si je l'ai trouvé, en tout cas je suis plus apaisé d'être comme je suis aujourd'hui. C'est passé par quoi ? 7 ans de psychanalyse. Très bien. Non, 7 ans en plus c'est pas une psychanalyse, c'est 7 ans avec une psy qui est aussi coach de vie, donc c'est encore différent, mais je pense que ça fait beaucoup de bien de s'étudier soi-même et puis de savoir pourquoi on se voit comme on se voit et puis pourquoi on a ces comportements qui sont un petit peu déréglés, je dirais. Ça m'arrive encore, hein, je suis pas du tout guéri et apaisé, mais lors de la dernière séance, elle m'a dit si on approche du but final. Moi je crois que non, mais parce que justement comme la vie c'est une évolution permanente, qu'on apprend toujours, qu'on se remet toujours en question, on évolue et donc on a constamment de nouvelles questions et on a besoin de s'étudier. Donc voilà, je pense que c'est ça. Donc oui, non, mon corps, écoutez, Il n'est plus un frein, c'est ça ma question en fait aujourd'hui. Non, et en fait, en vrai, il n'a jamais été vraiment un frein. Il est totalement un allié. Ouais. Et puis il m'a jamais freiné. Au contraire, je pense qu'il m'a plutôt propulsé. C'était plutôt un accélérateur qu'un frein, mon corps, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu sauter, que j'ai pu faire des tours, que j'ai pu aussi incarner ces personnages, que j'ai pu jouer justement avec cette musculature. J'ai plutôt de la chance en fait d'avoir eu ce corps-là. Après, est-ce qu'il était accepté par tous ? Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient du mal avec ? Peut-être. Et peut-être qu'effectivement, plus jeune, ça me touchait beaucoup. Aujourd'hui, les réflexions d'autrui, ça leur appartient. Voilà. Aujourd'hui, vous allez partir avec votre corps en vacances et on vous retrouvera l'année prochaine, en 2023. Oui, en pleine forme. Pour réaliser tous ces projets que vous avez évoqués. Et peut-être vous raconterez aussi tout ça dans un livre et vous viendrez nous voir dans le Book Club de France Culture pour en parler. C'est la condition, il faut écrire un livre. C'est possible, ça tombe bien, j'y travaille en ce moment même. Donc, Louis Aragon, Louis Aragon, il en a écrit un certain nombre de livres et on va revenir avec nos invités dans une vingtaine de minutes sur cette œuvre rééditée aujourd'hui pour une partie à l'occasion des 40 ans de la mort du poète et romancier. Ce sera dans le Book Club du jour. Merci beaucoup François Allu. Merci beaucoup à vous Olivia, merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.